Bienvenue dans la suite de ces entretiens politiques pour l'élection municipale de Menton. Nous recevons les candidats qui se présentent à cette élection. Aujourd'hui, c'est Alexandra Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste, votre liste s'appelle Masson pour Menton. Vous êtes RN à titre personnel, vous avez l'investiture RN également. Vous êtes donc candidate d'union RN-UDR. UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Alors cet entretien, il a été enregistré dans le cadre d'un TikTok live. Bonjour Manon Amiot. Bonjour. Vous allez donc recevoir les questions et vous allez les poser à Alexandra Masson au fil de cet entretien. Merci Manon. Alors, on va aborder plusieurs thèmes, Alexandra Masson. On va d'abord voir les enjeux politiques, on va voir les particularités de cette élection à Menton, on va voir également votre programme et puis on va essayer de mieux vous découvrir à la fin de cet entretien. Alors, les enjeux politiques, d'abord, je rappelle, vous êtes député, vous avez député de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, vous avez été réélu au premier tour en 2024, c'est une circonscription assez vaste qui monte jusqu'à la Roya, dans la montagne. Alors, à quel moment vous vous êtes dit je peux faire à Menton ce que j'ai fait à l'échelle d'un territoire plus vaste. Quand vous avez pris votre décision, en fait? Je dirais que je l'ai prise à peu près il y a une grosse année maintenant, à peu près. Ce que vous avez oublié de dire, mais qui est aussi important, c'est qu'en 2021, il y a eu les élections régionales. J'étais tête de liste dans les Alpes-Maritimes, puisque c'était mon premier combat politique où je suis arrivée au Rassemblement national, et après 2022-2024. Ce territoire, les Alpes-Maritimes, est très grand et la 4e circonscription, effectivement, est aussi extrêmement grande. Mais la ville-centre de cette 4e circonscription, c'est Menton. Et Menton est une ville extrêmement attachante avec une histoire, un patrimoine et des habitants qui sont très enracinés. Et depuis maintenant 2023, très régulièrement, on va le dire franchement, après le décès de Jean-Claude Guibal, la ville ne s'est jamais vraiment remise dans un rail de dynamique, avec une ambition pour la ville forte. On va dire qu'il y a eu une élection partielle, qui souvent, comme toutes les élections municipales partielles, a été là un petit peu pour colmater les brèches, mais pas pour donner une vision et une dynamique à la ville. Et depuis 2023, régulièrement, les Mentonnais m'arrêtaient dans la rue en me disant « Madame Masson, il faut que vous ayez à cette élection municipale parce qu'on a besoin de quelqu'un comme vous, de quelqu'un sur le terrain, sur le territoire, qui aime défendre nos idées, qui aime défendre notre patrimoine, qui aime la ville et qui sera en capacité de porter les dossiers à la mairie comme vous le faites à l'Assemblée nationale. » Est-ce que vous avez mesuré, à un moment, vous avez dû peser le pour et le contre, est-ce que vous avez mesuré que l'élection législative, c'était un enjeu national, c'est-à-dire qu'elle était portée par des enjeux nationaux? L'élection municipale, c'est un enjeu plus local. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, un peu plus risqué peut-être. Non, je ne le vois pas comme ça. Déjà, il faut savoir que moi, je suis contre le cumul, le fait qu'on ait arrêté le cumul des mandats en 2017. On va en parler, vous étiez pour le cumul. Je suis pour le cumul des mandats, d'ailleurs je le suis toujours, même si il n'existe plus. Donc je pense qu'effectivement, quand on est député, on porte évidemment des projets de loi et une politique nationale pour son parti politique, mais il n'y a pas que ce rôle-là. Il y a aussi un rôle d'ancrage territorial et de faire remonter le territoire à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est très important. C'est ça qui souvent n'est pas toujours fait d'ailleurs dans les circonscriptions. Et c'est ce que vraiment moi j'ai essayé de faire, particulièrement depuis 2024, où j'ai pris la présidence du groupe d'amitié France-Italie et où j'ai porté beaucoup de sujets locaux à l'Assemblée nationale. Et ça, c'était fondamental dans ma démarche. Aujourd'hui, je pense que je peux amener justement tout le travail que j'ai fait à l'Assemblée nationale, qui est porteur. On a construit une belle équipe qui a travaillé avec moi depuis maintenant quelques années, et venir gérer en local des dossiers, eh bien, ça sera le rôle de mon binôme qui va devenir mon député de la 4e circonscription, de les amener à Paris. Donc en fait, on va arriver à faire en sorte qu'on retrouve une forme de binôme vraiment député-maire, comme avant 2017, avec mon suppléant qui deviendra député et qui pourra faire remonter les informations à Paris de la gestion que je ferai à la mairie si je suis élu maire. Ah non ? Oui, alors une question de Mathieu, tout d'abord, qui prendra la place de député alors? Et une autre question, est-ce que vous vous engagez formellement devant les électeurs à ne pas utiliser l'élection municipale comme un simple tremplin politique, au risque de confier la mairie de fait à une personne qui n'aurait pas été choisie directement? Alors, je viens de commencer à répondre mécaniquement, parce que c'est bien qu'on me pose cette question, parce que je le répète souvent, mais je vois que c'est encore un moment de pédagogie. Il n'y aura pas d'élection anticipée
C'est la loi législative anticipée. Si je deviens maire, j'ai 1 mois effectivement pour choisir si je garde mon mandat député ou si je conserve le mandat de maire. Je conserverai, je m'y engage depuis des mois à garder mon mandat de maire. Mon député suppléant Gabriel Tomatis deviendra député à ma place si je suis élu au mois de mai. Alors la deuxième question, c'est des tremplins politiques, c'est-à-dire vous n'allez pas un jour quitter la mairie et qu'il y ait quelqu'un qui vous succède, élu par le conseil municipal. Pourquoi j'aurais envie de quitter la mairie alors que c'est un combat difficile, les élections municipales? Je pense que de manière générale, et j'en parle souvent avec plusieurs maires qui sont déjà élus depuis plusieurs années, avec des candidats qui partent aux élections municipales un peu partout en France, tout le monde convient de dire que c'est l'élection la plus difficile. Pourquoi partir de ce combat politique pour m'en aller plus tard? Peut-être pour d'autres mandats pour... Mais lesquels? Non, ou même, je suis conseillère régionale. Si je quitte la députation pour devenir maire, c'est pas pour devenir députée derrière. Ça va de soi. Donc non, je vois pas. Là, je suis très heureuse dans ce choix politique. Selon, Mais déjà, soyons à la mairie. Voyons qui gagne la mairie. J'espère que ça va être moi, parce que je porte un beau projet pour la mairie de Menton. Puis derrière, il y aura effectivement un débat pour les présidentielles. Il y aura une élection en 2027. Et puis on verra bien ce qui se passe derrière. Alors, on pose la question à tous les candidats. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensez que l'enjeu national, le contexte politique national actuel va compter dans l'élection municipale? C'est-à-dire, est-ce que vous comptez surfer en gros sur les sondages d'opinion qui sont assez favorables en ce moment au parti auquel vous appartenez, ou est-ce que l'enjeu est uniquement local? Alors l'enjeu des municipales est uniquement local, bien évidemment. Par contre, ce qui est en train de se passer, je le ressens très... Ce qui se passe dans la tête des gens qui vont voter. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête des gens et je le ressens vraiment très profondément. Ça fait maintenant des mois que les Français réclament une nouvelle dissolution pour redonner un cap à la France et aux Français. Et ce que je ressens profondément aujourd'hui, c'est qu'on les a frustrés dans cette élection. Ils voulaient revoter pour des députés, on leur a empêché. Donc effectivement, je pense qu'il y aura une dynamique complémentaire cette fois-ci sur les élections municipales. Ils vous le disent, ça? Oui, ils me le disent. Ils ont vraiment envie d'aller voter. Souvent, au municipal, il y a un taux de participation légèrement plus important, mais pas toujours et pas dans toutes les communes. Là, je pense que par contre, il y aura une participation forte parce que les gens sont restés sur leur faim. Ils avaient à nouveau envie de voter. Nous avons demandé la dissolution, nous ne l'avons pas eu. Et c'est la première élection qui va arriver maintenant, après 2024. Et je pense qu'elle est importante parce que les Français ont besoin de s'exprimer. Alors, on va parler de votre programme, mais tout à l'heure, on va continuer avec les enjeux politiques. On a reçu la candidate Reconquête qui s'appelle Émilie Ria. On va vous poser les mêmes questions qu'elle. Pourquoi vous partez à 2? Pourquoi il y a un candidat Rassemblement National, un candidat Reconquête? Je rappelle, au premier tour de la présidentielle en 2022, Marine Le Pen fait 31, Éric Zemmour fait à peu près 15. Pourquoi vous vous divisez au premier tour? On a l'impression que c'est une espèce de primaire et on ne comprend pas très bien à quoi elle sert. Alors, déjà, ça ne vous a pas échappé, il n'y a pas d'accord national avec Reconquête et nous ne nous entendons pas extrêmement bien avec Reconquête au niveau national. Les enjeux locaux, après, c'est différent. Madame Ria, je l'ai rencontrée. Je lui ai toujours dit que je ne ferais pas d'accord avec Reconquête et qu'à titre personnel, par contre, si elle souhaitait rejoindre mon équipe, la porte lui était totalement ouverte à titre personnel. C'est une femme qui a l'air très bien. Je ne la connais pas plus que ça. Je l'ai rencontrée une seule fois. Et je continue à dire toujours la même chose. À titre personnel, il y a des gens qui sont très bien chez Reconquête. Aujourd'hui, au niveau national, la dynamique de Reconquête est plutôt d'être un peu en guerre avec nous, et depuis très longtemps. Rappelez-vous les déclarations d'Éric Zemmour au moment des présidentielles, puis au moment des européennes. Ce n'est pas un parti qui a vocation à avoir envie de s'allier avec nous. Après, en local, et là nous sommes dans les enjeux locaux, c'est autre chose. Il peut y avoir ponctuellement, comme Franck Alizio à Marseille, qui a des gens de Reconquête qui ont rejoint sa liste. Localement, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des portes ouvertes. Après, le parti Reconquête, c'est autre chose. Et au niveau national, je pense qu'on ne les incite pas tellement à venir sur des listes avec nous. Vous pensez qu'ils veulent marquer la différence ? Aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Mais après, la porte est encore ouverte. Il reste encore du temps jusqu'à la fin du dépôt des listes. Tout peut encore arriver. Est-ce que vous continuez à discuter avec elle? Non, pas du tout. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de discuter 40 fois. Je suis de formation avocate, j'ai une seule parole. Quand je dis les choses, elles sont actées. Après, les gens, ils les prennent pas. Chacun doit faire ses choix. Nous sommes des personnes adultes. Et il ne faut surtout pas forcer les gens, vous savez, à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Ça se passe toujours très mal derrière. Alors, il y a quand même, c'est quand même un petit peu tendu, parce qu'il y a Éric Zemmour qui est venu en meeting l'autre jour à Menton. Et il est revenu sur la notion de vote utile. Des gens qui pourraient être tentés de voter pour vous au premier tour, au lieu de Reconquête, justement pour
prônez un vote utile, pardon. Il a dit que c'était un piège à con. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Éric Zemmour n'est pas à sa première sortie punchline pour faire du média, mais qu'en pratique, ça n'intéresse absolument personne à Menton ce que pense Éric Zemmour. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Alors, en revanche, là, on vient sur des choses de fond. Émilie Ria, quand on l'a reçue, elle nous a dit « Je suis la seule candidate de droite à Menton ». Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien qu'elle définisse ce qu'elle veut dire par là. Ça veut dire quoi être la seule candidate de droite à Menton? Notamment, elle parlait d'un programme d'économie socialiste de votre part. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et du Rassemblement national en général, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est leur grand mot. On est des horribles socialistes. Non, je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est... Alors, il y a des gens chez Reconquête et comme dans d'autres partis politiques qui sont des ultra-libéraux. Nous n'avons jamais prétendu être des ultra-libéraux au Rassemblement national. Nous sommes un parti qui a vocation à gouverner. Donc nous sommes un parti dans lequel, effectivement, nous sommes en responsabilité à essayer de trouver un juste équilibre aujourd'hui dans un pays qui est en grande souffrance entre la France d'en bas et la France d'en haut. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice de politique qui veut gouverner, qui veut essayer de faire en sorte que le pays se redresse. Venir jeter des anathèmes, c'est facile, mais ça ne règle aucun problème des Français. Et aujourd'hui, on le sait, Reconquête n'est pas un parti qui aura vocation à gouverner. Non, mais à aucun moment, on va clore ce chapitre là-dessus, à aucun moment vous vous êtes dites, ou vous vous dites, c'est quelqu'un qui peut me faire perdre. Mais non, je ne le pense absolument pas. Par exemple, si elle fait, si elle fait plus de 10% au second tour et qu'elle se maintient. Mais je vous explique, même si elle fait 10% au second tour et qu'elle se maintient, je pense que les Mentonnais doivent avoir du choix. Aujourd'hui, ils ont du choix. Il y a 5 ou 6 listes potentielles qui seront déposées. C'est ça le principe démocratique. Chacun va aller voter pour le candidat qui va lui paraître le meilleur. Et au deuxième tour, on verra bien qui peut se maintenir ou pas et ce qui sera faisable de faire ou pas. Moi, je l'ai dit dès le départ, je ne fusionnerai avec personne. Et je vais expliquer très calmement et en toute transparence pourquoi. Même si elle vous le demande. Et je vais vous expliquer pourquoi en toute transparence. Parce que des fusions de listes, j'en ai fait 3-4 fois dans ma longue carrière politique dans ce département. Une fusion de liste, c'est en 2 jours, aller dire aux gens qui sont sur votre liste, qui font campagne depuis des mois à vos côtés, vous sortez de la liste, donc vous laissez une partie de votre propre équipe sur le carreau, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui, pour 2-3 places, ceux d'en haut de la liste, vont laisser sur le carreau les leurs. Et vous faites des aigris dans les 2 camps. Et en réalité, vous ne créez aucune dynamique. Et souvent, le peu de listes qui fusionnent, qui arrivent, grâce à ça, à passer au 2e tour, 2 ans après, tout le monde s'est entretué. Donc, j'ai un projet construit, j'ai une équipe construite. Soit les Mentonnais me font confiance avec cette équipe-là et ceux qui auront envie d'appeler à voter pour moi, si je suis bien placée au 2e tour, ils le feront juste parce qu'ils pensent que c'est le moment et pas pour avoir une place. Voilà, c'est tout. Et je ne suis pas là pour faire de la peine, ni à ma liste, ni à celle de quelqu'un qui pourrait fusionner avec moi. Ah non? Oui, alors vous y avez déjà en partie répondu, mais on a une question qui est 5 candidats de droite à Menton. Est-ce que ce n'est pas trop? Non, pas dans une ville qui est très à droite. Menton, peu d'espace à gauche depuis maintenant de très nombreuses années. Donc l'espace démocratique, bien évidemment, il est plus ouvert à droite que dans d'autres villes de France. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Alors 2 choses. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de cumul des mandats, puisque vous regrettez le non-cumul des mandats. Vous êtes pour le couple maire-député. Ou maire-sénateur. Ou maire-sénateur, oui. Alors, pourquoi vous êtes pour cette notion-là? Vous savez qu'après, il y a beaucoup, quand il y a eu le non-cumul, il y a beaucoup de maires qui ont dit, bon, c'est vrai quand même, on reconnaît, on n'avait pas le temps de tout faire et on faisait tout un peu mal. Donc pourquoi vous regrettez cette époque? Je ne le crois pas. Je rencontre de nombreux maires qui ont été députés maires, sénateurs maires, et qui trouvaient que c'était formidable et qui faisaient tout extrêmement bien. Donc ça, je ne le crois pas du tout. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas en capacité de tout faire, mais ça, c'est comme partout dans la vie. Vous savez, moi je suis avocate, il y a des gens qui travaillent 3 heures par jour, il y en a qui travaillent 10 heures par jour. Chez les médecins, c'est pareil. Dans les jeunes générations, il y en a qui ne veulent plus que travailler 2-3 jours par semaine. Quand les médecins de famille, il y a 10 ans, et encore dans certaines régions de France aujourd'hui, travaillent quasiment 15 heures par jour. Donc je ne le crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est que la dynamique d'un député maire ou d'un sénateur maire, elle est énorme dans un territoire comme celui de la communauté d'agglomération de la Riviera française, qui est un territoire très à l'est de la France, qui par moments a été un territoire oublié. Et encore maintenant, on le voit, il y a peu d'investissements qui ont été portés depuis le départ de Jean-Claude Guibal à l'Assemblée nationale en 2017, qui avait le rôle à l'époque de député maire.
Et petit à petit, on a été oublié. La métropole a grignoté un gros morceau de l'espace central de ce département. Et il faut des gens forts maintenant à l'Est pour aller dynamiser le territoire. Dernière question sur ces... Alors, ce n'est pas une histoire de cumul, mais vous avez des fonctions nationales au sein du Rassemblement national. Vous allez souvent à Paris. La question qu'on peut se poser, c'est si vous devenez maire de Menton, est-ce que vous irez encore souvent à Paris? Est-ce que vous serez totalement disponible pour Menton? Mais je serai évidemment totalement disponible pour Menton. Je le suis déjà, je pense, énormément et je cumule déjà quasiment toutes ces fonctions. Vous savez, quand on est en campagne comme moi depuis 6 mois, on est tout le temps sur le terrain comme si on était déjà à la mairie. Donc il n'y a aucun débat. Et évidemment que je serai là, évidemment que je serai présente. Et je pense que depuis 2022, dans cette circonscription, on n'a jamais autant eu un député présent partout quand même que je le suis. On peut toujours faire mieux. Je pense que j'ai déjà fait pas mal. Manon ? Oui, alors c'est une question aussi qui revient beaucoup. Est-ce que vous allez habiter Menton? Est-ce que vous y habitez? Mais j'habite déjà à Menton. Alors, je n'habite pas tous les jours de ma vie à Menton, vous le comprenez bien, puisque je suis 2 à 3 jours par semaine à Paris. Mais oui, j'habite déjà à Menton. Et évidemment que je continuerai à habiter à Menton si je suis maire. Ça va de soi. Je ne vais pas déménager pour repartir ailleurs. Si je suis élue à la mairie de Menton, ça va de soi. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours politique. Vous n'avez pas toujours été au Rassemblement national, vous l'avez dit. Hein. Moi, je me souviens de vous avoir vu dans des soirées électorales. Vous étiez militante RPR, puis UMP. Alors, est-ce que parce que beaucoup de gens du RN le disent, est-ce que le RN d'aujourd'hui, c'est le RPR d'avant, le temps de Charles Pasqua, en gros, une droite forte? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes allé au RN? Mais complètement. Et puis je m'en suis jamais cachée. Vous m'aviez d'ailleurs interviewé en 2021 quand j'étais partie avec Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a fait le pas maintenant, il y a bien plus longtemps que moi, de partir avec Marine Le Pen aux européennes. Oui, je suis partie avec lui en 2021 parce que j'avais enfin l'impression de retrouver une famille politique souverainiste, ancrée dans des racines fortes. La vraie politique que j'ai connue avec effectivement Seguin et Pasqua, et des vrais débats comme on les a eus au moment du traité de Maastricht. Vous savez que j'étais contre la ratification de ce traité. Et à ce moment-là, on a vu vraiment 2 droites s'opposer en France, très fortes, les souverainistes et les autres. Et je suis restée très enracinée, effectivement, dans ce concept. Et le seul endroit aujourd'hui où vraiment j'ai trouvé ma place, depuis 2021, c'est auprès, effectivement, de Marine Le Pen et Jordan Bardella, très clairement. À quel moment, selon vous, donc cette droite que vous avez quittée, elle a cessé d'être forte? Par exemple, est-ce que ça allait encore pour vous au temps de l'UMP de Nicolas Sarkozy? Est-ce que là, c'était encore une droite que vous appréciez et que vous n'aviez pas envie de quitter? Ça s'est passé après? Non, ça s'est passé, je peux vraiment vous dater la date à laquelle je me suis dit, là, on est en train de prendre un virage très compliqué. Le soir de la nomination du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, à l'époque, a un programme extrêmement fort, enraciné, souverainiste. Et à l'époque, moi, militante de mon parti, en charge à l'époque avec Jean-François Copé de la formation des élus dans les Alpes-Maritimes, entre autres, et je faisais déjà beaucoup la navette, vous voyez, entre Nice et Paris, on avait vraiment le sentiment qu'on allait... rebooster la France, qu'on allait enfin avoir ce programme qu'on attendait tant depuis tant d'années, qui allait être appliqué. Et là, à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, donc on attend tous sagement devant la télé la nomination du gouvernement. Et à notre grande stupeur, on a un gouvernement d'ouverture. Un exemple criant qui me vient, je reprends souvent dans mes meetings, mais effectivement, Nicolas Sarkozy nous avait promis Karcher, on a eu Kouchner. Alors, ça paraît un peu punchline quand je le dis, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé sur les années qu'on suivit. Et les années qu'on suivit, ça a été une longue déliquescence de la droite française. Et la droite française, entre guillemets, dite traditionnelle, donc UMP et LR, aujourd'hui, elle ne s'est toujours pas redressée. Elle ne s'est pas redressée. On voit bien qu'il n'y a plus d'incarnation, on voit bien qu'il n'y a plus de leader, on voit bien que sur le court, moyen et même aujourd'hui long terme, il n'y a rien qui émane de cet ancien parti politique qui est devenu un peu une valeur d'ajustement du macronisme et du centre-droite. Alors on comprend, ça n'est plus que ça. On comprend pourquoi vous êtes parti. Quand vous rejoignez le Rassemblement national, est-ce que rien dans le programme du Rassemblement national ne vous a gêné? Parce qu'à l'époque, le Rassemblement national, il fait une transition, mais il a quand même hérité du Front national et de Jean-Marie Le Pen. Donc, est-ce que rien ne vous a gêné? Pas du tout à ce moment-là. Si vous regardez bien, moi, quand je rejoins Marine Le Pen, en fait, d'ailleurs, au moment des régionales, je ne suis pas encore adhérente du Rassemblement national. Je suis venue tirer cette liste en socio-professionnel.
Puis à l'issue des élections, il y a un grand congrès qui est tenu donc à Perpignan, puisqu'on prépare les présidentielles et cette démarrage de campagne. Donc je rentre effectivement au bureau national et au bureau du Rassemblement national à ce moment-là, et j'ai une grande conversation avec Marine Le Pen. Je lui pose un certain nombre de questions et je lui dis, en fait, ce qui a été quand même déterminant, c'est la transition Front National, Rassemblement national. Et oui, Marine Le Pen a complètement bouleversé son parti politique. Cette femme, il ne faut pas l'oublier. Pour renverser et rentrer dans une nouvelle ère pour son parti politique, elle a été jusqu'à sortir son papa de ce parti politique. Je ne sais pas si vous imaginez la force politique qu'il lui a fallu. Je veux dire, il n'en demeure pas moins que c'était son papa, mais le désaccord politique profond qu'elle avait sur un certain nombre de positions qu'avait prises son père à l'époque a été très fort. Et Marine Le Pen fait la mue du parti. Et ça devient un Rassemblement national qui, petit à petit, se construit bien évidemment autour d'elle, puis un peu plus tard autour de Jordan Bardella. Et aujourd'hui, c'est le parti de gouvernance à venir. Il y en a un seul à droite. Donc c'était un changement de nom, mais aussi l'éviction de gouvernance. Un changement de gouvernance complet, de prisme, de programme. Et ça, oui, c'était très important. Et pour beaucoup de gens qui nous ont rejoints par la suite. Et pour vous, c'était suffisant à effacer... Mais ce n'était pas suffisant, c'était fondamental. C'était fondamental. Alors, première élection, c'est en 2022. Donc, première élection comme député. Alors, on se souvient de cette photo. Il y a des élus RN devant l'Assemblée nationale. Alors, il y avait eu tout un débat, vous devez vous souvenir, avec un dress code bien particulier pour les élus RN, à l'inverse de LFI. Bon, bref, on avait beaucoup parlé de ça. On peut en parler, mais ça n'a jamais eu lieu. Mais enfin, bon, on peut en parler. Ça s'est fait de manière factuelle. Non, mais je sais, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce qu'à l'époque, beaucoup ont dénoncé une façade. On l'a vu ensuite en 2024, avec des candidats qui sont revenus avec un passé un petit peu sulfureux. Il faut avouer ce qui est. Là non plus, ça ne vous a pas gêné? Mais comment vous pouvez me dire ça? Je siège à la commission des conflits à Paris depuis 2023. Depuis 2023, on a fait un ménage gigantesque. Tous les gens où on peut avoir l'ombre d'une suspicion de quoi que ce soit, ou qui ne s'étaient pas comportés correctement par l'élection, ou qui nous avaient caché des éléments, sont passés en commission des conflits, et un grand nombre d'entre eux ont été définitivement écartés du parti en fonction effectivement des critères que nous avions choisis en interne à la commission des conflits. Nous n'avons de cesse en interne... reste plus. Il peut toujours y avoir une brebis égarée qu'on n'a pas à repérer. Il peut toujours. Je pense que ça sera vraiment dans un fond de tiroir qu'il faudra aller vraiment chercher, parce qu'on a fait un ménage gigantesque. Je pense qu'il n'y a aucun parti politique en France, je le dis bien, en France, qui a fait le travail que nous avons fait. Et je peux vous dire que nous sommes beaucoup plus regardés que tous les autres partis politiques en France. Voilà. Donc oui, le ménage qu'il y avait à faire, si ménage il y avait à faire dans certains cas de figure, nous l'avons fait. Alors, je voudrais qu'on fasse une parenthèse, parce que c'est important. En fait, les gens oublient souvent qu'ils vont voter pour une liste municipale, et à côté, il y a une liste pour la communauté d'agglomération. Tout à fait. C'est très important. C'est une question qui revient beaucoup, là. Les gens, c'est intéressant, on en parle rarement. Non, mais les gens l'oublient, mais il y a deux listes. Il y a deux colonnes. Il y a deux colonnes, pardon. C'est très important parce que la communauté d'agglomération, elle a beaucoup de pouvoir. Bon, là, en l'occurrence, la communauté d'agglomération, c'est la CARF, communauté d'agglomération de la Riviera française. Alors, première chose, je suppose que si vous êtes élu maire, vous souhaitez devenir présidente de la... Je me présenterai à la présidence de la CARF. Voilà, alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous avez dénoncé là récemment sur X des pressions au sein de la CARF. Oui. Alors, je vous cite, vous dites, c'est pas un outil de contrainte, c'est pas un marchepied vers la métropole. Vous avez envoyé une lettre ouverte au maire de la CARF. Alors, ils auraient, si j'ai bien compris, des pressions pour soutenir votre adversaire, qui est Louis Sarkozy. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? J'ai plusieurs adversaires, mais ils ont des pressions d'un de mes adversaires. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? C'est simple. Factuellement. Factuellement, il a posté une vidéo lors de la présentation de ses vœux samedi soir, dans laquelle il est extrêmement menaçant auprès des maires de la CARF qui pourraient lui apporter un soutien à Alexandra Masson. C'est totalement inadmissible. Ça fait depuis 2022 que je suis sur ce territoire de manière extrêmement régulière en tant que députée. J'ai toujours travaillé en bonne écoute et bonne entente avec de très nombreux maires. Certains n'étaient pas du tout de mon bord politique, mais nous avons toujours eu des rapports cordiaux. Il y en a qui étaient plus proches de moi, d'autres moins proches. Je n'ai jamais agressé personne. Je n'ai jamais menacé personne. Voir un élu qui
pas un élu, un candidat qui pourrait potentiellement être élu demain et qui dit en gros qu'il va couper des têtes si il voit qu'il y a des gens qui me soutiennent, si lui il est élu, je trouve ça extrêmement choquant. C'est profondément à l'inverse de ce que je pense, de ce que doit être un scrutin calme et républicain. Je vais vous dire mieux, j'ai des maires qui m'ont appelé depuis que j'ai publié cette lettre, en me remerciant d'avoir amené de la clarté, du calme dans le débat, et qui sont extrêmement choqués. Franchement, je vous le dis, extrêmement choqués. C'est pour ça que j'ai publié cette lettre. Alors, autre question sur la communauté d'agglomération. C'est important que les électeurs le sachent. Donc, demain, si vous êtes élu maire de Menton, imaginez qu'il n'y ait pas énormément d'élus RN dans les autres villes de la communauté d'agglomération. Vous ne serez pas forcément présidente de la communauté d'agglomération. Est-ce que ça va poser un problème pour réaliser vos projets? Il y a beaucoup de compétences qui dépendent de la communauté d'agglomération. Je suis extrêmement confiante. Pour être présidente de la CARF? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vraiment des rapports très transparents avec les maires aujourd'hui de la CARF. Ils savent... C'est-à-dire, je vous coupe juste 2 minutes. Vous pourriez donc, imaginer que vous soyez élu maire de Menton. Oui. Vous pourriez travailler avec des maires de la CARF, LR par exemple, et qui pourraient même contribuer à vous porter à la tête de la CARF? Mais j'en suis totalement persuadée, bien sûr, parce qu'ils savent à quel point j'ai envie... Donc LR, RN. Ils savent à quel point j'ai envie que nous puissions mettre un coup de boost sur ce territoire qui est un peu la belle endormie aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses positives, mais il y a besoin de redynamiser beaucoup de choses. La CARF a beaucoup de compétences et il faut quelqu'un qui ait de l'énergie pour remettre tout ça en route. Il y a beaucoup de projets qui se sont arrêtés maintenant depuis plusieurs années. Et les maires, quelle que soit leur étiquette politique, je suis très confiante. Oui, bien sûr qu'ils viendront travailler avec moi. Et oui, je suis persuadée qu'ils auront envie de travailler avec moi. Et je suis persuadée que ça se passera très bien. C'est-à-dire qu'au sein de la CARF, concrètement, LR et RN peuvent travailler ensemble. Mais pourquoi vous parlez de LR? Il y a plein d'autres... Oui, bien sûr. Non, mais il y a plein le RN peut travailler avec d'autres partis. Les maires LR sont très minoritaires dans la CARF. Il y a des maires... Il y a beaucoup déjà de maires qui n'ont pas d'étiquette politique. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. La CARF, c'est beaucoup de communes, mais c'est beaucoup de communes, votre de étiquette, petites communes. Votre étiquette RN ne sera pas un obstacle pour travailler avec eux. C'est ça que je voulais dire. Je ne le pense pas. Et ça serait bien dommage. Jusqu'à maintenant, ils voient bien qu'on a travaillé sur des sujets. Je donne un exemple très simple qui a été très médiatisé. Je veux dire, j'ai vraiment travaillé dès mon arrivée sur le tunnel de Tende. J'ai fait le maximum, ils le savent. Je suis à leur côté déjà sur des dossiers locaux. Ce n'est pas des dossiers RN, LR, UDR. Ce sont des dossiers à enjeu territorial. Quand on aime son territoire, on défend un dossier pour son territoire. On ne défend pas un dossier parce qu'il est UDR, PS ou je ne sais quoi. On défend un dossier parce qu'on pense que dans la politique que je veux mener, il est bon pour le territoire. S'il y a un élu dans la CARF qui pense qu'il faut laisser le tunnel de Tende fermé, ben oui, il ne peut pas travailler avec moi. Mais tous les élus voulaient ouvrir le tunnel de Tende et on a tous travaillé ensemble. Et on s'est tous, je peux vous garantir, mis en grande solidarité pour y arriver. Et on y est arrivé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la métropole. Vous avez dit que la métropole avait pris une importance centrale un petit peu dans le département des Alpes-Maritimes. C'est frontalier avec la CARF. Tout à fait. Donc, je vous pose la question suivante. Si vous êtes élu maire de Menton, imaginons aussi présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Et si dans le même temps, c'est une possibilité, Christian Estrosi reste président de la métropole, reste maire de Nice et président de la métropole, est-ce que là, les relations risquent d'être compliquées? Est-ce que ça peut vous gêner dans votre travail également? Parce que là je ne pense pas que ça... Je ne crois pas du tout. La communauté d'agglomération de la Riviera française est un organisme indépendant. Oui, bien sûr, indépendant. La métropole est à côté, certes, mais ça reste un organisme indépendant. Nous n'avons pas besoin de la métropole pour travailler. Donc, il n'y a aucun débat sur le sujet. Je ne sais même pas pourquoi le débat est fait sur la table. Par contre, certains candidats sont très proches, effectivement, des LR. Les LR soutiennent Christian Estrosi à Nice. Il y a un vrai danger, même s'ils ne le disent pas, parce qu'ils savent que ça ne fait pas plaisir aux maires, qu'il y a un glissement vers la métropole de la Riviera française. La seule candidate qui peut assurer qu'il y aura aucun glissement vers la métropole, c'est bien moi. C'est bien moi, clairement. C'est-à-dire une étanchéité complète entre la métropole et la Riviera française. Oui, il n'y aura jamais de fusion. Vous savez que ça a été dans l'air du temps, que tout le monde d'ailleurs nous pose la question pour cette raison. Une des grandes angoisses des maires de la CARF et des Mentonnais, c'est qu'on puisse aller sur la métropole. Il y avait eu, il y a bien longtemps, l'idée d'une fusion entre la métropole et la CARF, parce que justement la CARF, à un moment donné, n'était pas assez dynamique. Aujourd'hui, la seule qui aura une étanchéité sur la volonté de son dynamisme et de travailler de manière autonome, c'est moi, c'est personne d'autre. Les autres candidats affiliés au LR, eux, il peut y avoir un danger, même s'ils disent que non.
Alors, la particularité de cette élection municipale, alors d'abord, on en a parlé, c'est la présence de Louis Sarkozy. Il a dit qu'il était prêt à parler avec tout le monde. Alors, on a l'impression qu'il y a des discours des candidats officiels, il l'a dit ici d'ailleurs. Hein. Et puis votre suppléant, vous en avez parlé, il s'appelle Gabriel Tomatis, il dénonce encore récemment sur les réseaux sociaux des propos diffamatoires de Louis Sarkozy. Ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé, ces propos. Non, il dénonce des propos diffamatoires de Louis Sarkozy à son encontre. Oui. Est-ce que c'est tendu finalement entre vous deux ? Mais déjà, c'est un mensonge. On va commencer par le début. Mon suppléant n'a jamais eu de propos diffamatoires. C'est faux. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis pour une campagne la plus calme et la plus apaisée possible. Nous rentrons dans une période, évidemment, plus on va se rapprocher du scrutin, plus cela sera compliqué. Mais je peux vous garantir que, comme dans toutes les équipes, on peut toujours avoir des gens qui s'agitent un peu à droite, à gauche. Je ferai le maximum pour qu'elle se passe le plus calmement et le plus sereinement jusqu'à la fin, en tout cas de mon côté. Et je peux vous dire que la seule qui s'est le plus agressée actuellement, c'est bien moi. Ça aurait été plus facile sans Louis Sarkozy ? Pas sûr. Mais y a beaucoup de gens qui sont très agressifs les uns avec les autres, y compris en local, et bien avant l'arrivée de M. Sarkozy. Pas sûr. Vous dites que vous vous sentez agressé. Est-ce que non, je me sens pas assez factuelle, si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux. Non, mais qui est le plus agressé, c'est ce que vous venez de dire. Je pense que c'est moi qui suis actuellement la plus agressée. Et mais c'est pas très grave. C'est comme ça, vous savez, la vie, ça va, ça vient. Un jour c'est moi, un jour ce sera quelqu'un d'autre. En ce moment, c'est moi. Alors, je vous disais ça parce que ça fait un peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Avant, vous étiez à l'UMP, vous étiez au RPR. C'est vrai que le nom de Sarkozy, c'est vrai qu'on l'associe souvent à une droite forte. C'est pour ça que je vous demande si ça vous rend pas un petit peu la tâche quand même un peu plus compliquée. D'avoir le nom de Sarkozy dans la campagne, oubliez le prénom. Mais franchement, je pense que ça la rend compliquée, pas à moi, Alexandra Masson, ça la rend très compliquée, à Florent Champion, à Sandra Père et à Madame Ria. Oui, ça clairement, mais pas à moi. Vous pensez que ça vous donne plus de place ? Ça ne me donne pas plus de place, ça me laisse tranquillement m'occuper de ma campagne. Deuxième particularité de cette élection municipale, on va en reparler dans votre programme, mais je voudrais qu'on l'aborde là quand même sous un angle bien précis, c'est l'aspect frontalier. Puis il y a la question migratoire à Menton, on en parle beaucoup, sauf qu'il y a quand même une limite, c'est que les pouvoirs du maire en matière de questions migratoires sont assez limités. Alors, beaucoup de candidats ici nous ont dit, alors je dois dire assez honnêtement, hein, on leur a demandé ce qu'ils allaient faire et ils nous ont dit, j'irai essayer de parler avec le préfet, puisque c'est un thème régalien. Est-ce que vous admettez que les pouvoirs du maire en la matière sont limités ? Mais c'est pas besoin de l'admettre, c'est factuel, c'est juridique. Donc c'est pas le fait de l'admettre, c'est comme ça, c'est la loi. Aujourd'hui, il y a peu de chances qu'elle évolue dans les années à venir. Et évidemment que l'immigration, c'est un thème régalien, voire même aujourd'hui, et c'est bien ce que nous, au Rassemblement national, on nous reproche, on aimerait bien que ça redevienne même un thème national, alors que l'Europe veut que ça reste un thème européen. Bon. Donc, oui, nous avons très peu de pouvoir en tant que maire. Oui, par exemple, un député, c'est très important de l'avoir avec soi parce qu'il va faire remonter les problèmes des frontières. Et je vais régulièrement à la PAF pour discuter avec nos fonctionnaires qui sont des fonctionnaires, d'ailleurs je tiens à le dire, exemplaires, qui font un travail formidable avec peu de moyens humains, peu de moyens matériels. Et oui, bien sûr, c'est le préfet dans les Alpes-Maritimes qui est en première ligne sur ce qu'on appelle la border force. Je vous rappelle qu'on a eu des séquences régulières à cette frontière avec M. Barnier, avec M. Retailleau, avec M. Darmanin, avec donc les préfets qui se sont succédés. On a plutôt eu de la chance, on a d'ailleurs eu dans les Alpes-Maritimes ces dernières années des préfets de grande qualité. Moi, quand je suis arrivée, il y avait Bernard Gonzalez qui était très actif sur le plan de la sécurité et de l'immigration. On a eu Motou qui en a été encore plus dans cette problématique, ces sujets qui essaient de les prendre à bras-le-corps aussi. Et Laurent Outiot fait tout ce qu'il peut aussi depuis qu'il est arrivé. Donc on a eu de la chance sur ce territoire qui est très impacté. C'est le premier quasiment de France sur l'immigration entre l'Italie et la France, et puis il y a Montgenèvre. Ils font, je pense, qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Un préfet ne fait que être physiquement là, dans chaque département, donc ici dans les Alpes-Maritimes, pour suivre les instructions que Paris lui donne. Donc tant que la tête de l'État n'a pas changé, les choses ne changeront pas beaucoup. Ce qu'il faut maintenant, et on en revient toujours à la même question, c'est que la gouvernance nationale change. Il faut qu'en 2027, on ait un président ou une présidente de la République forte, très forte, sur ce sujet et sur bien d'autres. Et d'ailleurs, je le dis, et sur bien d'autres, parce que le Rassemblement national n'est pas un parti unidimensionnel, comme certains le disent, bien au contraire. Et donc sur ce sujet-là,
tant qu'en 2027, on n'a pas eu un changement violent, il n'y aura pas de changement beaucoup plus important que ce qu'on a eu ces dernières années. Alors, Alexandra Masson, on va aborder votre programme. On a plein de questions à vous poser avec Manon. Avec plaisir, on est là pour ça. Vous avez avancé un certain nombre de priorités. Vous allez peut-être les détailler d'ici l'élection, mais en tout cas, il y a des grands thèmes. D'abord, la sécurité et la qualité de vie. Vous parlez de la police municipale. Et vous parlez d'une augmentation, je crois, de 80% des effectifs de police municipale. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Alors, c'est tenable, c'est réalisable et c'est chiffré. Donc, c'est très facile. Un policier municipal, en gros, c'est 55 000 € par an. Oui, c'est un budget. La première des libertés, c'est la sécurité et elle a un prix, et particulièrement à Menton. Aujourd'hui, on a un policier municipal pour à peu près 1000 habitants. Il en faut minimum 1 pour 500 habitants pour qu'on puisse sécuriser une ville qui, je le rappelle, en période balnéaire et pendant la fête du citron et dans les grands événements, a une population qui est beaucoup plus importante qu'au quotidien. Donc oui, nous avons besoin de beaucoup plus de bleus dans les rues et de plus aussi, c'est important, de vidéosurveillance, de boutons d'appel d'urgence, de numéros et de moyens. Ah non. Oui, et justement sur les policiers municipaux, alors la mairie avait déjà du mal à recruter actuellement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Les logements sont chers à Menton, les salaires en général sont assez bas en tout cas. Qu'est-ce que vous proposez? Alors la problématique logement, elle est effectivement cruciale. Il n'y a pas que pour les policiers municipaux. On a le problème dans la santé, dans l'éducation. On peine à trouver des instituteurs, on peine à trouver des infirmières, parce que ce sont tous à peu près des niveaux de rémunération qui sont dans la même fourchette. Et avec ces niveaux de rémunération, se loger à Menton, c'est très compliqué. Donc oui, on va aussi inciter, la mairie va prendre à sa charge un certain nombre de logements pour aider tous ces fonctionnaires à se loger dans toutes les professions régaliennes, donc santé, éducation. Donc vous allez pouvoir leur dire, venez à Menton, on prend en charge une partie de votre... On va faire en sorte de réhabiliter du logement. S'il faut d'en louer, on en construira certainement à terme, parce qu'il faut, dans ces professions dont on a besoin pour le quotidien des Mentonnais. On a besoin de se soigner, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'élever nos enfants, on a besoin d'être en sécurité. Pour ces professionnels-là, oui, il faudra faire un effort pour les loger. Alors vous parlez aussi des caméras de vidéosurveillance. Vous avez commencé à aborder le thème, avec notamment des caméras de vidéosurveillance de dernière génération. Alors, on a retrouvé, enfin c'est Manon qui nous a retrouvé ça, parce qu'elle a fait un article, un reportage là-dessus, sur une possibilité de caractère illégal, Manon. Alors, en fait, la vidéosurveillance avec IA, ça a été retoqué par la CNIL dernièrement. Vous, quelle est votre proposition exactement? Est-ce que vous allez pouvoir être autorisé à mettre ces caméras-là? Ça a été retoqué à Nice, notamment. Alors, oui, mais pas sur n'importe quel critère. Il y a eu des critères sur lesquels ça a été retoqué. Il y a une loi RGPD que vous connaissez. C'est sur un de ces critères-là que ça a été... On va juste rappeler RGPD. Oui, pardon. C'est la réglementation de la protection des données. C'est une loi européenne qui est rentrée à peu près il y a 5 ans en action. C'est une réglementation européenne, donc on a été obligé de l'appliquer en France. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vidéosurveillance, on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc il y a des choses qu'on pourra faire, des choses qu'on ne pourra pas faire. Et aujourd'hui, on a une réglementation RGPD avec des critères où on sait qu'il y a des éléments qu'on pourra voir en vidéosurveillance et d'autres qu'on ne pourra pas voir. Bien, on respectera la loi. On mettra ce qui est autorisé par la loi. Et puis ce qui n'est pas autorisé, aujourd'hui, peut-être ça le sera, vous savez, dans 3-4 ans. Hein. Les lois, elles évoluent. Hein. Il y a 6 ans en arrière, on ne mettait pas la même chose dans l'IA que ce qu'on y met aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, la réglementation est un peu plus serrée, mais Christian Estrosi aussi avait été très loin. C'est pour ça que ça a été retoqué. Ce n'est pas retoqué sur tous les sujets. Aujourd'hui, il y a de la vidéosurveillance qui fonctionne très bien, ne serait-ce qu'on l'a vu pour arrêter des gens, pour reprendre les images après l'attentat du 14 juillet. Heureusement qu'on avait des bandes avec des films de vidéosurveillance qui a permis de reconstituer une partie du déroulement des attentats du 14 juillet. Et grâce à ça, on a pu énormément avancer. Vous voyez, donc, ce qui est légal, on le fera. Ce qui n'est pas légal, on ne le fera pas. Avec ou sans IA, en tout cas, plus de vidéos de caméras. Ah oui, et puis surtout plus de vidéos avec de la fibre. Aujourd'hui, il y a très peu de vidéos fibre sur la ville de Menton. Or, la vidéo fibre est 10 fois plus efficace que la vidéo sans fibre. Voilà. Et puis, les boutons d'urgence, j'y suis quand même assez sensible, je le rappelle, parce que pouvoir dans les lieux importants de la ville, en cas, ce qui s'est passé d'ailleurs devant l'église Notre-Dame pour l'attentat, oui, il y en a dans d'autres villes de France, mais là, on l'a vu.
Ça a été efficace tout de suite. Donc, dans les points stratégiques de la ville, avoir des boutons d'appel d'urgence, c'est extrêmement rassurant pour la population. Un point qui est loin d'être un détail. La candidate Reconquête qui était à votre place, quand on lui a parlé de sécurité, alors elle a annoncé un point qui nous a un petit peu surpris avec Manon. On l'a fait développer tout ça. Elle voudrait fermer l'accueil de jour du CCAS parce qu'elle explique que c'est source d'insécurité. Est-ce que c'est une mesure que vous prendriez également? Parce que honnêtement, ça nous a un peu choqués. Alors non, je vais même carrément aller dans l'autre sens. Aujourd'hui à Menton, on a un gros problème. La ville s'est, entre guillemets, clochardisée. Beaucoup de SDF dans la rue, mais quand je dis beaucoup, beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans en arrière. Vous ne pouvez pas faire 10 mètres sans avoir un SDF qui est là, avec un animal, sans animal, ça dépend. Des fois français, des fois pas français. Donc on a vraiment un gros sujet. Le maire Yves Juel, actuellement, a refusé un hébergement d'accueil de nuit. Donc moi, je suis plutôt pour, on laisse l'accueil de jour ouvert, et 2, au contraire, on ouvre un accueil de nuit. Pourquoi ? Parce qu'on me dit souvent, mais qu'est-ce que vous allez faire pour enlever tous ces SDF dans la rue ? Eh bien, c'est simple. Ce qu'on va faire, déjà, on va prendre un arrêté anti-mendicité. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça va nous permettre, dès qu'il y a des groupements, dès qu'ils sont à plusieurs, de pouvoir aller les récupérer et les amener quelque part. Parce que si on ne les amène pas quelque part, eh bien, on ne peut pas les garder. C'est la loi. Déjà, on ne peut pas les obliger de venir avec nous, mais généralement, quand on discute avec, on arrive quand même à les convaincre, à 90%, et il faut les amener pour la nuit quelque part. Si on ne les amène pas quelque part, eh bien, on les a dans la rue. Donc, je suis complètement à l'inverse. Les encadrer, aller vers eux, déjà les référencer pour savoir peut-être qu'il y en a qui sont réinsérables au milieu de tous ces SDF, parce qu'il ne faut pas l'oublier, des fois il y a des SDF chroniques, puis il y a des SDF parce que les accidents de parcours de vie, et ça peut arriver à des gens très bien, plus de métier, plus de logement, on vit dans sa voiture, et puis on n'arrive pas à vivre sans sa voiture, et on finit dans la rue. Ça peut arriver. Et dans toutes ces personnes-là, le fait d'aller vers eux, le fait d'avoir un accueil, le fait de pouvoir discuter, référencer, voir quel est leur parcours de vie, voir s'il n'y a pas des possibilités de les réinsérer dans la société. Et ceux qui ne sont pas réinsérables, il y en a aussi, eh bien avoir une solution pour pas qu'ils traînent toute la journée, nuit et jour dans la rue. C'est un vrai fléau pour les commerçants et les habitants en termes d'insécurité. Il y a des commerçants qui ont peur. La fleuriste du marché, elle arrive le matin tôt, elle s'est fait agresser plusieurs fois. Par des SDF ? Oui, bien sûr, par des SDF, et des fois avec des armes. Donc, ce n'est pas une solution de les laisser dans la rue, je vous garantis. Donc, au contraire, il faut laisser l'hébergement de jour et en ouvrir un la nuit. Transport et mobilité, vous avez toute une série de... On a des fortes contradictions. Oui, on voit ça. Transport et mobilité, vous avez toute une série de propositions. Non, mais je le dis, excusez-moi, je reviens là. Pourquoi je le dis ? Parce que, vous voyez, tout à l'heure, on m'avait dit, vu de l'extérieur, c'est l'union, tout le monde. Non, c'est pas simple. Quand on rentre dans le vif des sujets, quand on rentre dans la réalité concrète, dire c'est insécuritaire, mais bien sûr que de toute façon, avoir des gens dans la rue qui boivent toute la journée, qui ne sont pas bien, qui n'ont plus d'argent et qui vivent, c'est insécuritaire pour eux et pour les citoyens qui ne sont pas dans la rue. Mais les laisser en fermant tout, vous croyez que ça va arranger la situation ? Certainement pas. C'est sûr que là, on vous voit mal fusionner avec Reconquête parce que c'est une divergence majeure. Transport et mobilité, vous avez toute une série de propositions pour les transports. Alors, là aussi, une question liée à ce qu'on a dit tout à l'heure. Les transports, c'est quand même une très grosse compétence intercommunale. CARF. Donc, si vous n'êtes pas présidente de la CARF, si vous n'avez pas la majorité à la CARF, comment vous faites ? Comme ça. Non, si je suis allée à la mairie... Mais il faut l'envisager quand même. Est-ce que vous imaginez ? Alors, je vais vous faire la question dans l'autre sens. Imaginons que je ne sois pas élue présidente de la CARF et maire de Menton. Est-ce que vous imaginez... Est-ce que vous imaginez... Alors, je vous pose la question dans l'autre sens. Est-ce que vous imaginez un président de la communauté d'agglomération de la Riviera française ne pas travailler avec le maire qui a la majorité quasiment des voix de toute l'agglomération? C'est justement la question que j'allais vous poser. Le système serait complètement grippé. Donc ça n'a aucun sens politique. Ça veut dire que votre programme de transport, il peut s'appliquer même si vous n'êtes pas président de la CARF, c'est ça que je veux dire. Mais il s'appliquera et ça se passera bien. Arrêtez de toujours voir le mal partout, ça se passera bien, j'en suis persuadée. D'ailleurs, il y a pas mal de gratuité dans ce que vous proposez. Il y a une partie de gratuité. Oui, il y a une partie de gratuité, bien sûr. Et notamment, est-ce que vous pouvez détailler ? La partie de gratuité, alors... Moi, je ne veux pas la chiffrer comme ça de manière fixe et définitive, mais oui, il y aura une partie de gratuité parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a trop de gens qui sont enclavés. Je rappelle que c'est un territoire extrêmement compliqué à gérer en termes de mobilité. Et la première chose que je vais déjà faire, c'est un plan mobilité.
Il n'y a pas eu de plan de mobilité depuis très longtemps. Donc il faut recréer un plan de mobilité, voir ce qui fonctionne le mieux. J'entends, vous savez, quand je fais ma campagne, il y a des gens qui sont pour le vélo, il y a des gens qui sont anti-vélo, il y a des gens qui sont pour l'électrique, des gens qui sont contre l'électrique. Donc c'est très compliqué. C'est une ville complètement enclavée, bordure littorale extrêmement restreinte, les montagnes tout de suite derrière, des petites vallées enclavées, des villages perchés. Donc vous voyez bien que tout ça, ça peut fonctionner si on a un bon plan de mobilité et en concertation évidemment avec la CARF. Et dans votre plan de mobilité, quelle sera la place du vélo? C'est une des préoccupations qui revient très souvent, que les internautes nous posent comme question. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables à Menton. C'est compliqué de les développer, mais est-ce qu'il y aura une vraie place pour le vélo? Alors, je vais être très transparente. Je n'ai pas de plan vélo là que je développerai dans l'élection parce que il serait à côté de la plaque. Et quel que soit le candidat qui le fait, il faut un cabinet d'ingénierie qui, dans le cas du plan mobilité, nous tracera réellement ce qu'il est faisable de faire. Aujourd'hui, en fait, la piste cyclable qui existe quand même, il y en a une petite à Menton, elle est plutôt décorative et plutôt dangereuse. Bon. Donc on sait que ce n'est pas une piste cyclable qui est réellement faite pour de la mobilité à vélo. De tous les jours. C'est pas le cas. Après, il faut aussi être réaliste. Nous ne sommes pas dans une ville plate. Donc, que le vélo... Non, mais aujourd'hui, c'est quand même entre Monaco et Menton, il y a une possibilité d'avoir. Mais enfin, si vous habitez très très haut sur un village perché, vous n'allez pas faire Menton ou Roquebrune-Cap-Martin en vélo tous les jours pour aller à Gorbio ou à Sainte-Agnès. Ça, c'est de l'ordre du fantasme. Mais par contre, il y a une possibilité certainement de développer plus de vélos sur la bande littorale. Mais pour ça, il faudra un plan mobilité. Il ne faudra certainement pas le faire passer par là où c'est aujourd'hui. On va passer là assez vite parce que vous en avez parlé sur le logement. Vous dites notamment que vous allez créer un office municipal de logements sociaux sous l'autorité de la mairie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça ne dépend pas que de la mairie. Non, ça dépend de la CARF. En fait, alors, le logement, c'est une compétence CARF. Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas présidente de la communauté d'agglomération. Donc oui, j'annonce que je vais créer un office HLM, mais en fait, il sera évidemment sur la CARF. Mais pourquoi j'ai souvent parlé de reprendre? En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut reprendre la main sur notre logement. Pas que social d'ailleurs, sur le logement tout court, comme je viens d'indiquer, pour nos fonctionnaires, mais aussi pour nos seniors. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de construction pour les seniors, avec des résidences gérées, pas des EHPAD, des résidences gérées pour les seniors. Voilà. Donc tout ça, moi je le propose évidemment en tant que candidate à la mairie, et j'espère derrière, si je suis élue, être présidente de la communauté d'agglomération. Et comme c'est une compétence de l'agglomération, évidemment, ça bénéficiera à tout le monde. Et je peux vous garantir qu'il y a déjà des communes limitrophes de Menton qui seront ravies que nous puissions travailler sur le logement parce que la compétence, jusqu'à maintenant, du logement, elle n'a pas été prise à bras-le-corps par le président de la CARF. Alors, il y a une priorité sur les services publics et les commerces. Et là, il y a un point qui nous a intéressés, Manon, c'est la réouverture d'une maternité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous détailler? Aucun rapport avec le commerce. Aucun. Services publics et commerce, j'ai dit. Services publics, d'accord. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai commencé à en parler en 2022, donc c'est vraiment pas là de dernière minute dans mon programme. En fait, j'ai fait le constat en me promenant dans Menton que les gens m'arrêtaient tout le temps en me disant « c'est horrible ». Mes enfants sont obligés, mes petits-enfants, d'aller accoucher à Monaco ou à Nice. On ne peut plus accoucher à Menton et c'est quelque chose qu'on vit très mal, nous les Mentonnais, qui sommes tellement... de privé, c'est une compétence que le maire peut avoir? Alors, le maire a la possibilité de faire du lobbying pour ça. Je l'ai déjà fait en tant que député et je peux faire la demande en tant que maire. Et du coup, si on est député-maire ensemble, on fera ensemble la démarche. Oui, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises au ministère de la Santé. Il y a eu déjà 2 ministres qui sont passés depuis 2022. Les deux, sur le principe, disent pas non, mais vous savez qu'il faut une autorisation de l'ARS, il faut que l'hôpital de la Palmosa porte le projet avec nous, et il faut qu'on ait un minimum de lits. Alors, on a une dérogation, puisque nous sommes dans un territoire transfrontalier, donc il nous faut un peu moins de lits que le quota normal pour ouvrir une maternité. Mais oui, je vais me battre pour qu'il y ait une maternité à Menton. Le service d'urgence de la Palmosa sera fini à peu près dans 8 mois. Derrière, on peut envisager, avec l'hôpital de la Riviera française, de travailler sur ce dossier qui, à mon avis, est une énorme attente des Mentonnais. Quand vous naissez à Monaco, il ne faut jamais l'oublier, vous naissez dans un pays étranger, puisque c'est un État indépendant. Et quand vous devez demander votre acte de naissance, vous êtes obligé de le demander à Nantes, comme si vous étiez né à l'autre bout du monde. Ce n'est pas totalement cohérent. 3 dernières priorités, culture, patrimoine et sport. Culture.
Deux choses rapidement. Vous voulez refaire du musée Cocteau un pôle touristique majeur. Alors, pourquoi c'est plus le cas? Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. Vous dites, je veux redonner au Festival de musique sa renommée d'antan. Alors, je ne sais pas, moi, le Festival de Menton, c'est toujours plein, il y a toujours beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il a perdu, en fait? Le musée et le festival? Alors, on commence par le musée. Ouais. Le musée, c'est simple, il est fermé. Donc, oui, je voudrais ouvrir le musée Cocteau. Oui, on ne s'est pas donné clairement les moyens de le réouvrir, puisqu'en fait, maintenant, il est fermé depuis très longues années, de tête, c'est 7 ou 8 ans. On a attendu les expertises et maintenant, on attend la fin des procédures. Et pendant ce temps-là, on n'a rien fait. Il faut relancer la machine, ce que j'ai déjà commencé un petit peu à faire en travaillant en tant que députée avec la préfecture. Donc il y a plusieurs choses à faire. Il va falloir redéposer certainement un permis, parce qu'il faut un permis à la fois pour la rénovation et pour l'implantation du musée qui n'était pas au bon endroit par rapport au permis de construire d'origine. Il faut un plan de sauvegarde par rapport au digue anti-houle et par rapport à la mise en valeur du territoire. Mais il est fondamental de réouvrir ce musée. Premièrement, parce que si on ne le réouvre pas rapidement, vous avez vu dans l'actualité de la presse qu'il y a certaines personnes qui veulent que la collection Van der Meyden soit reprise et ne soit plus à la commune de Menton. Donc je pense que ce serait vraiment dramatique de perdre cette collection, qui est la plus grande collection au monde de Cocteau. Cocteau était très attaché à la ville de Menton. Il y a fait, entre autres, la salle des mariages. Et pas que, il a fait d'autres choses dans la circonscription. La villa Santos-Sospire à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il a dit qu'il avait tatoué les murs. Je connais bien cette villa pour y avoir fait beaucoup d'événements culturels. C'est quelqu'un qui a imprégné la culture de la circonscription et la ville de Menton. Donc oui, je n'ai qu'une envie, c'est réouvrir ce musée Cocteau pour y refaire venir des Mentonnais et nos touristes qui, lorsqu'ils viennent à Menton, ont besoin de culture. On a le balnéaire, mais on a aussi la culture et aussi la réouverture du musée Carlonès. Le festival. Pour le festival de musique, oui, il est encore relativement plein, entre guillemets, mais je vous rappelle qu'on a quand même une programmation sur très peu de jours et que le lieu de vente des places est tout petit. Il y a moins de jours qu'avant, en fait. Alors, ils ont un peu réduit, mais c'est même pas tant que ça le problème, c'est que la programmation pour les historiques du festival, avec qui je parle régulièrement, les anciens présidents de l'association des amis, la programmation est de bien moins grand niveau que ce qu'elle a été il y a une vingtaine d'années. Donc oui, il faut redorer le blason. Et puis autre chose, moi je veux faire sortir le festival de musique de cet emplacement. Je veux qu'il y ait les fondamentaux qui restent là-haut, mais je veux qu'on ait aussi la possibilité de faire des concerts ailleurs. Dans Menton, il y a des lieux magiques. Et je veux que le festival puisse sortir aussi dans les lieux extraordinaires que nous avons. Les concerts n'ont pas lieu sur le parvis de la Basilique, il y en a d'autres. 90% des concerts ont lieu sur le parvis de la Basilique, parce que c'est le cœur historique d'ailleurs à la base du festival, mais on va en faire quelque chose à rayonnement beaucoup plus important dans des lieux prestigieux. Patrimoine et sport, patrimoine et fête locale. Excusez-moi, j'en profite pour dire, et je mets dans mon programme quand même, classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, des jardins d'exception de Menton, mais pas que. Demande de classement. Demande de classement, c'est un dossier qui va prendre 4-5 ans, avec les jardins d'exception de la Ligurie, dont le jardin Ambury, qui est juste de l'autre côté de la frontière. Patrimoine, vous dites que vous voulez rendre la fête du citron au Mentonnais, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux... Parce que c'est un événement presque international, hein. Pourquoi oui, le rendre au Mentonnais ? Justement, parce qu'on avait les jardins, entre autres Biovèze, qui longtemps étaient fermés, il fallait payer pour entrer dedans. Et les Mentonnais, finalement, depuis qu'on a enlevé ça, tout le monde se balade dedans, ils n'ont plus le sentiment qu'une partie de la fête du citron leur appartient. Donc je veux reprivatiser ces jardins. Je créerai un pass Mentonnais qui permettra, entre autres pour la fête du citron au Mentonnais, d'y accéder gratuitement. Et les touristes paieront leur entrée. Donc ça donnera à nouveau aux Mentonnais le sentiment de se réapproprier cette fête du citron. Et puis on y développera aussi des activités dans les quartiers comme il y avait d'antan. Alors pendant la fête du citron, très souvent les stationnements se garent et circuler à Menton, c'est très compliqué, mais aussi en temps normal. Et c'est une question qui revient beaucoup, notamment chez les commerçants et les indépendants qui tout simplement galèrent à se garer, à stationner. Est-ce que là-dessus, vous avez des propositions ? Oui, tout à fait. On sait qu'à peu près, il y a déjà des études qui ont été faites. Menton, c'est à peu près minimum un manque de 4 parkings souterrains en cœur de ville. Parce que déjà, il y a beaucoup trop de voitures encore en surface par rapport aux autres villes balnéaires du département. Et puis parce que tant qu'on n'a pas de parking en sous-sol, on n'a pas de capacité d'absorption. Je vous donne un petit exemple concret. Vous allez arriver au mois de juillet pour aller dîner en famille d'une ville italienne ou d'une autre ville en voiture. À partir de 17h, le parking des Sablettes est fermé et vous n'avez plus aucun autre parking facilement accessible. Donc il manque des parkings souterrains. Dans ces parkings souterrains, pour favoriser le commerce, eh bien, il y aura 1 heure minimum de gratuité pour les gens qui iront dans les commerces, avec un petit ticket. Il y aura des places réservées à tarif préférentiel résident
pour les mentonnais. Et puis après, le reste Donc, sera combien de occupé. J'ai envie de vous dire, c'est en gros 4-5. C'est un bureau d'études qui m'a donné ce chiffre. On le refera tranquillement. Vous savez, quand on arrive dans une mairie, il ne faut jamais oublier, surtout dans la mairie de Menton, il y a des audits juridiques, financiers, RH à faire. Et en fonction de ça, on lancera les études, plan mobilité, plan parking, plan piste cyclable, Vous comptez y etc. aller, tranquillement. De toute façon, mais qui Alors, peut ne pas y aller tranquillement? Personne. Dernier On point. y va évidemment tranquillement, mais avec quelque chose de très sûr, de très carré et tranquillement. Dernier point, je suppose que c'est dans le même état d'esprit. Pour le sport et la jeunesse, vous parlez d'un grand complexe avec une piscine, un dojo et un gymnase. Alors là aussi, où, peut-être vous ne savez pas encore, et le coût? Alors, une piscine aujourd'hui seule, sans rien, on sait que c'est autour de 4 millions. Si on y rajoute les autres éléments, c'est un programme qui finira autour de 8 millions. C'est un projet, ça, qui est plus à moyen, long terme. On a 2-3 pistes de réflexion d'endroits où on peut les mettre. Mais puis surtout en parallèle, si vous avez bien lu mon programme, et ça par contre sera du court terme, on a déjà un bâtiment qui a été prêt, finalisé par un architecte, qu'on implantera de 5 à 600 mètres carrés, dans lequel pour les jeunes, et ça c'est encore plus important parce que ça c'est une demande qui n'est pas que pour d'ailleurs les jeunes, c'est aussi les seniors. C'est un espace bowling, cinéma, laser game, escape game avec buvette qui nous est demandé par les très jeunes, mais par les seniors qui aimeraient bien aussi aller jouer au bowling à Menton l'après-midi. Alors on va maintenant. Juste une question d'internaute. Vous avez voté pour la loi du plomb, donc on le rappelle, c'est une loi qui réintroduit un pesticide de type néonicotinoïde pour les agriculteurs. Quelle sera votre politique d'environnement pour Menton ? Alors là, vous mélangez des choses. Ce n'est pas vraiment la politique d'environnement, c'est la politique environnementale où il y a beaucoup de choses. Oui, cette loi, vous savez qu'on l'a votée parce qu'on était pour la préservation d'un certain nombre dans l'agroalimentaire, de distribution et de réseaux qu'on ne voulait pas couper, qui sont quand même très importants pour le quotidien. Et il y a bien d'autres pesticides bien plus graves pour la santé qui continuent à perdurer, qui seraient mis un coup d'arrêt trop fort à certaines productions en France. Pour l'écologie et l'environnement, c'est autre chose, c'est beaucoup plus global. Dans les choses très importantes. Quand même, c'est un pesticide. Mais là, c'est vraiment sur l'agroalimentaire uniquement. Donc, c'est pour la santé. Mais je le mets plus dans le réseau santé. Se transmet dans la terre. Mais c'est quand même plus santé réellement qu'environnement de manière globale. Il y a un énorme enjeu, c'est le plastique en mer. Il ne faut pas oublier que Menton est une ville balnéaire qui a une grosse frange maritime. Donc, je suis vraiment pour le zéro plastique. Donc, ma politique, principalement, ça sera sur le maritime, le zéro plastique. Et on y viendra, et ça sera une mesure très forte. La réutilisation des eaux usées, qui est une mesure que j'ai défendue avec l'application de la loi REUT à l'Assemblée. On n'était pas très nombreux à le défendre. L'ARS a beaucoup bloqué pendant des mois justement pour des problèmes d'enjeux sanitaires. C'est très important pour arroser les bateaux, pour les nettoyer, pour les jardins publics, pour les voitures. Enfin voilà, tout ça, c'est tout un package de petites mesures qui vont accompagner une transformation environnementale de bonne qualité dans une ville qui sera aussi beaucoup plus verte, puisque j'y planterai sur tout le mandat 1000 arbres de plus. Alexandra Lasson, on va terminer cet entretien par un aspect un petit peu plus personnel. Alors, il y a 2-3 choses d'abord. La Méditerranée, vous venez d'en parler. Vous êtes membre du Cercle Mer Méditerranée, c'est un groupe de parlementaires en fait. Le but, c'est le développement d'une économie de la mer souveraine et créatrice d'emplois. Vous avez participé à l'UNOC et à Nice. Pour vous, la Méditerranée doit devenir un espace pilote d'une écologie maritime politique. Est-ce que cet attrait pour la Méditerranée, c'est une conversion récente ou c'est quelque chose qui fait partie de votre histoire, dans votre jeunesse, que vous pouvez nous expliquer ? C'est, je pense, mon ADN. Je suis née au bord de la mer. J'y ai vécu quasiment toute ma vie. Vous savez que j'ai vécu jusqu'à mes 8 ans en Corse, les pieds quasiment dans l'eau. J'ai toujours, depuis que j'ai 3 mois, circulé en bateau de longs mois chaque année. Donc oui, la mer, c'est une deuxième partie de moi-même. C'est d'ailleurs le seul endroit où je pense que je me ressource réellement. Et oui, il faut la protéger. La mer est en danger. Les océans s'acidifient à grande vitesse. Les espèces maritimes sont de plus en plus rares. Et c'est quelque chose auquel je tiens. La mer Méditerranée est une mer fermée, une mer en danger, une mer très polluée sur le versant de l'autre côté de chez nous. Je suis allée en mission au Liban à Beyrouth il y a quelques mois. On voit la différence quand on arrive à Beyrouth entre une ville
qui a des stations d'épuration, par exemple, de bonne qualité et qui fait attention à ce qu'on jette dans la mer, et une ville qui a quelques années de retard. J'ai d'ailleurs rencontré le ministre de l'Environnement quand je suis allée en déplacement à Beyrouth, qui me disait oui, on a énormément de retard et on a beaucoup de choses à apprendre de la France en la matière. Mais la France peut encore aller plus loin, entre autres avec le zéro plastique, et puis des aires marines protégées, et puis éduquer et encore éduquer les enfants, les plus jeunes, à avoir des comportements vertueux en matière d'écologie. Ça n'a rien à voir, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes avocate. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours, mais à un moment, vous aviez un cabinet à Lille. J'ai toujours mon cabinet, je Donc, travaille toujours. alors, la question, justement, c'est est-ce que vous aurez toujours le temps d'être mère et avocate si vous êtes élue ? J'ai eu le temps d'être maman, avocate, députée conseillère régionale. Si je m'enlève députée, je pense que j'aurai très très largement le temps d'être mère, et je peux vous garantir que je m'occuperai très très bien des Mentone. 2 derniers points, il y a beaucoup de candidats. Et de mes clients. Et je dois le dire, j'ai des clients formidables qui ont toujours compris mon engagement, mon investissement, et qui sont restés à mes côtés. Et j'essaie de décevoir personne. C'est des fois difficile, mais j'essaie de le faire et ça me tient à cœur. Vous savez, avoir un élu qui travaille, je pense que c'est très important. Il y a beaucoup d'élus hors sol, il y a beaucoup d'élus qui ne travaillent pas. Moi, tous les mois, je paye de l'URSSAF, des secrétaires, collaborateurs. Je traite des divorces, des successions, des problèmes de servitude, des problèmes de charges de copropriété. Quand on me parle, je sais de quoi on me parle. Ça je suis restera pas... une part importante de votre quotidien ? Ça sera, comme je le fais maintenant depuis des années, des activités que je mène en parallèle, mais qui se nourrissent l'une et l'autre. Vous savez, il y a quand même beaucoup d'avocats qui aiment bien faire de la politique et vice-versa, mais parce que c'est très nourrissant. Ce sont des activités qui se complètent très bien. Il y a aussi des médecins qui aiment bien être politiques, mais c'est normal parce que quand on fait de la politique, des fois on soigne aussi l'âme des gens, étonnamment. Il y a beaucoup, vous savez, de gens qui rentrent dans nos permanences, et on ne le dit pas assez, qui ne sont pas bien dans leur vie, qui souffrent et qui viennent aussi voir les élus pour essayer de combler une partie de cette souffrance. Et si vous regardez dans le département, dans le milieu médical, dans le milieu juridique, il y a beaucoup de maires. Et je pense que tout ça est assez complémentaire. Il y a plusieurs candidats qui nous ont parlé de leurs racines mentonnaises. Est-ce qu'on peut connaître l'identité mentonnaise quand on n'y est pas né, quand on n'y a pas grandi ? Bien, heureusement, sinon ça serait dramatique. Ça veut dire qu'on ne pourrait jamais déménager chez soi sans connaître quoi que ce soit du territoire dans lequel on va. Évidemment, je vois qu'il y a des candidats qui vous revendiquent, je crois, jusqu'en 1500 et quelques leurs origines mentonnaises. C'est formidable. Et tant mieux, il faut des gens qui ont des origines anciennes dans leur territoire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas des origines de 1500 et quelques dans un territoire que forcément on ne peut pas être un bon maire. Ce sont deux choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il faut un attachement au territoire. Le territoire de Menton, ça n'est pas que la ville de Menton. Vous voyez bien, il y a l'agglomération, il y a les relations transfrontalières, il y a les relations à la Méditerranée, il y a les relations à l'autre partie du département. Déjà, ce département est très coupé. C'est un des rares de France où on a été comté de Nice à un moment donné, Provence de l'autre côté du Var. Et oui, la spécificité de la 4e circonscription, c'est qu'il y a une partie qui était comté de Nice, une partie anciennement monégasque à un moment donné, un peu occupée par les Italiens. Menton est un territoire très atypique, très très atypique à l'échelle même du département. Dans un département qui lui-même est atypique. C'est un peu les poupées russes. Mais oui, on peut aimer ce territoire sans y être depuis 300 ans. En tout cas, je le pense profondément. Et être un bon maire, c'est pas parce qu'on le dit depuis 1500 ans, c'est parce que on est en capacité à un moment donné d'incarner quelque chose. Et on va conclure, Alexandra Masson, comme on l'a fait avec tous les autres candidats, s'il y avait un projet, une idée qui résume l'esprit de votre liste Masson pour Menton, ce serait quoi ? Cohérence, transparence, travail d'équipe. 3 mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra Masson. Merci à vous de m'avoir reçu et merci à maman. tous ceux qui nous ont envoyé des questions. J'espère qu'ils n'ont pas été trop déçus par mes réponses.